Bonjour à vous. Merci Philippe pour cette invitation et pour cette opportunité de présenter nos travaux qui portent sur un aspect d'électrochimie analytique. Notre but, c'est vraiment de développer de nouveaux concepts, de nouveaux outils analytiques et d'essayer de les appliquer à de l'analyse, notamment pour l'immunodiagnostic. J'y viendrai. Donc là, sur l'image de droite, vous avez un peu notre terrain de jeu. Cette figure, je pourrais même l'intituler un peu de soleil dans la mer. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, vous allez voir, on va générer de la luminescence, c'est-à-dire de la lumière dans de l'eau. Pour ce faire, ce dont on va avoir besoin, voilà un peu nos outils. On va avoir besoin de 2 électrodes. Donc on va faire un peu d'électrochimie, donc je vais vous rappeler quelques notions de base d'électrochimie. Et avec ces électrodes, on va générer de la lumière. On va peut-être générer, à la fin je vous expliquerai pourquoi, des nageurs luminescents. C'est d'où l'idée de poissons qui se déplacent. Donc je vous montrerai justement des nageurs luminescents autonomes. Et tout cela pour détecter soit le glucose, en utilisant des enzymes spécifiques, soit pour l'immunodiagnostic. Tout d'abord, quelques rappels de base sur un tout petit peu ce qu'est l'électrochimie. Comme son nom l'indique, chimie, électro, donc ça fait au bout du compte intervenir, c'est une discipline qui fait intervenir des réactions de transfert d'électrons. Donc si on fait passer des électrons, ça veut dire qu'on va avoir un courant. Donc en électrochimie, classiquement, on va mesurer un courant et on va avoir une espèce métallique. En général, c'est un métal qu'on va plonger dans une solution. Et ce qui va se passer à l'interface entre l'électrode et la solution, on va avoir des réactions de transfert d'électrons dans un sens ou dans l'autre, des réactions d'oxydation ou de réduction. Et tout cela va se passer à l'interface sur quelques nanomètres de distance. Nanomètres, donc 10-9 mètres. Donc vraiment sur une distance extrêmement courte. Où est-ce que l'électrochimie intervient? Où est-ce que vous pouvez la côtoyer sans le savoir? Tout simplement, par exemple, dans le monde des batteries, des piles et des batteries, que ce soit vos téléphones, vos ordinateurs, etc. Bien sûr, c'est des procédés électrochimiques qui sont à la base. Une vision un peu moins réjouissante, c'est tous les problèmes de corrosion. C'est des problèmes d'oxydation donc, qui font intervenir également l'électrochimie. Dans l'industrie, vous avez des grands procédés, chlore-soude, etc., d'électrolyse donc dans l'industrie chimique. Ça vous permet aussi de respirer, par exemple dans la chaîne respiratoire des mitochondries de vos cellules. C'est grâce à la chaîne respiratoire et au transfert d'électrons qui se produisent à l'intérieur que vous allez pouvoir respirer. Aujourd'hui, ce dont je parlerai plus, c'est des applications analytiques, des applications dans la santé de l'électrochimie. Là, vous avez un exemple, juste un exemple que vous connaissez peut-être. Quand vous allez aller dans une pharmacie, vous allez demander, par exemple, vous allez voir souvent, vous avez un présentoir avec des capteurs à glucose qui vous permettent de mesurer le taux de glucose dans le sang. Ça concerne notamment les personnes qui sont atteintes qui ont des problèmes de diabète. Tous ces capteurs que vous allez trouver sont à base, utilisent l'électrochimie pour les mesures. J'en parlerai pas aujourd'hui de ce type de capteur. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'utilisation de l'électrochimie pour du diagnostic. Pourquoi du diagnostic et qu'est-ce qu'on va chercher à détecter? Au bout du compte, on va chercher à détecter des protéines qu'on va appeler des biomarqueurs, notamment dans le sang. Pourquoi on va chercher à détecter ces biomarqueurs? Tout simplement parce que ça va permettre de distinguer des états pathologiques, d'états sains, et éventuellement de pouvoir suivre la progression de la maladie. Donc, je vais vous présenter quelques exemples de biomarqueurs que l'on va chercher à détecter. Je pense que c'est à peu près la seule équation que j'ai mise dans mon exposé. Donc, concentration est égale à n, une quantité sur un volume. Voilà, ça devrait nous suffire pour mon exposé. Donc, au bout du compte,
tout est une question de... On va vouloir détecter des concentrations très faibles parce que les quantités produites sont très faibles dans les cas qui vont nous préoccuper. Par exemple, ici, dans le cas du cancer, si on prend une tumeur qui fait 1 mm3, donc assez petite, malgré tout, elle est composée de plusieurs millions de cellules qui vont sécréter des protéines. Si ces protéines sont libérées dans le sang, on va faire simple, on va dire 5 litres de sang, ça va correspondre à quelle concentration de protéines qu'il est nécessaire de détecter. C'est de pouvoir détecter 2-10-15 mol par litre dans un milieu complexe, dans le sang. Donc, c'est-à-dire 2 femtomolaires. Donc, il faut pouvoir descendre en sensibilité pour détecter ces espèces à ces concentrations. Un autre exemple, donc là, c'était le cas du cancer, un autre exemple, dans le cas d'une infection, là, ce qui est représenté, c'est infection par le virus VIH. Vous allez avoir les virions, vous allez avoir un certain nombre de virions dans les étapes initiales d'infection qui sont de l'ordre entre 10 et 3000 virions par millilitre de sang. Donc au bout du compte, ça va libérer des espèces, on va appeler ça des antigènes, ça va libérer des espèces qu'on va chercher à détecter, et la concentration de ces espèces qu'on va chercher à détecter, vous voyez, ça va être de l'ordre de 10-18, entre 10-18 et 10-15 mol par litre. Donc des concentrations extrêmement basses. Comment est-ce que c'est fait? Comment est-ce qu'on fait pour détecter ces espèces? Au bout du compte, on va faire des immunodosages. Les immunodosages qu'on va réaliser, vous avez ici les différentes applications, par exemple, donc dans le domaine de l'oncologie, des maladies infectieuses ou inflammatoires, pour la cardiologie, la neurologie, etc., ou alors dans l'endocrinologie, et ainsi de suite. On va détecter un certain nombre de marqueurs. Donc ici, j'en ai listé un certain nombre qu'on détecte en utilisant l'électrochimiluminescence, je vous en parlerai dans quelques instants. Et vous voyez que pour chaque, par exemple, si vous avez des problèmes de dysfonctionnement de la thyroïde, le médecin va vous prescrire, vous allez avoir besoin de mesurer ces différents biomarqueurs, FT4, FT3. Pour la fertilité, ça va être l'estradiol, et ainsi de suite, d'autres marqueurs tumoraux, PSA, voilà, un certain nombre de marqueurs tumoraux. Donc là, vous voyez, ça, c'est juste, on va dire, un classement en fonction des applications. Je vous montrerai un tout petit peu après également une représentation en termes de chiffre d'affaires. Vous allez voir que c'est un marché qui est conséquent. Mais avant de venir sur ce point, je voudrais qu'on s'arrête. C'est pour ça, pour un peu éveiller votre attention, que j'ai mis cette j'ai sélectionné cette région d'intérêt sur une peinture. Il ne faut jamais oublier, très bien, c'est des marchés, c'est des applications, qu'en fait, il y a des problèmes humains derrière. Il y a des personnes éventuellement malades qui peuvent l'être ou qui risquent de l'être. Donc, il ne faut pas oublier l'humain derrière tout ça. Même si nous, on développe des techniques, on développe des technologies, etc., mais il y a toujours une personne derrière. L'aspect humain est essentiel. Alors, comment se passent ces immunodosages et où est-ce que cela se produit? En fait, ces immunodosages, c'est quelque chose qui fait partie du système de santé, qui est extrêmement courant. Quand vous allez chez le médecin, il va vous prescrire de faire une analyse de sang, et c'est quasiment sûr, l'analyse de sang, le prélèvement, on va l'envoyer on vous fait le prélèvement, ensuite on va centraliser ça dans un laboratoire d'analyse, et on va détecter les marqueurs dont j'ai parlé tout à l'heure, suivant l'éventuelle pathologie que vous pourriez avoir, ou vous êtes susceptible d'avoir, ou que vous voulez vérifier. Donc, comment ça se passe pour l'immunodosage? C'est des réactions extrêmement spécifiques entre un antigène et un anticorps, la molécule en général que l'on va chercher à détecter. Et actuellement, avec les techniques qui sont utilisées, ça va être des concentrations qui sont de l'ordre de 10-12 molaires qui sont détectées. Ce qui est fait, donc ici, ce qu'on va chercher à détecter, c'est le biomarqueur, ici, la molécule qui est représentée en vert.
Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir la détecter? On va faire un sandwich entre un anticorps de capture qui est immobilisé sur une bille, j'y reviendrai aussi plus tard. Vous voyez que vous avez un anticorps de capture qui va être spécifique de cet antigène et un anticorps de détection qui, lui, va donc former ce sandwich. Maintenant, cet anticorps de détection, on va lui mettre une étiquette. C'est la partie en rouge, label en anglais. On va lui mettre une étiquette et on va déplacer le problème. Donc, pour détecter au bout du compte cette espèce verte, on va mesurer l'étiquette. Il nous suffit à partir de là que de mesurer la concentration, le nombre d'étiquettes qu'on a dans notre échantillon. Parce qu'au bout du compte, si vous n'avez pas votre antigène, la molécule cible dans votre échantillon, vous n'allez pas former le sandwich, et lors de l'étape de lavage, vous n'allez pas avoir cette étiquette qui va rester. D'accord? Donc, on déplace le problème, et maintenant, on va introduire ces étiquettes. Ces étiquettes, qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple des enzymes. Si c'est des enzymes, on va appeler ça des tests ELISA, vous avez peut-être entendu parler. Si on fait la lecture par fluorescence, ça va être des fluorophores. Ça peut aussi être des marqueurs isotopiques. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose où la lecture va se faire par électrochimie-luminescence. Qu'est-ce que c'est l'électrochimie-luminescence ou luminescence électrogénérée, en anglais Electrogenerated Chemiluminescence, ECL, l'abréviation. Vous avez ici une vision très simplifiée du mécanisme qui va conduire à une émission lumineuse. Donc, vous avez besoin d'un luminophore. Une molécule standard, ça va être un complexe de ruthénium qui est oxydé à la surface d'une électrode. Cette molécule, en plus, avant, elle va réagir avec une autre molécule qui est oxydée à la surface de l'électrode, la tripropylamine. On va appeler ça un coréactif. Les deux sont oxydés et après l'étape de déprotonation, vous générez un réducteur fort et un oxydant fort. Les deux réagissent ensemble, donc vous avez deux molécules extrêmement réactives qui réagissent ensemble et vous allez peupler l'état excité. Donc, une fois que vous avez peuplé l'état excité, ça va retourner à l'état fondamental en émettant de la lumière à 615 nanomètres, caractéristique de ce luminophore, de ce complexe de ruthénium. Donc vous voyez que vous avez ici un cycle catalytique. Donc vous allez avoir une amplification du signal, parce que ça va tourner un certain nombre de fois. Et ici, le coréactif, la tripropylamine, elle est sacrificielle, on la sacrifie, on la met donc en excès lorsqu'on veut faire les mesures. Pourquoi c'est une méthode intéressante? Tout d'abord parce qu'on va détecter, on va avoir donc une stimulation électrochimique, on va injecter des électrons, mais on va détecter de la lumière. Donc, je dirais qu'il y a une orthogonalité entre le mode de stimulation et le mode de détection. Cela va nous conduire à une excellente sensibilité parce qu'on va détecter des photons, sans les exciter par voie photochimique. Et également parce qu'on a le phénomène d'amplification. Donc notre signal analytique, c'est vraiment l'intensité lumineuse que l'on va mesurer. Donc ce n'est pas comme en fluorescence où vous avez besoin d'envoyer une longueur d'onde d'excitation et vous collectez une longueur d'onde d'émission. Non, là vous faites dans le noir, vous imposez juste le potentiel. Donc votre niveau de base est extrêmement bas. Et donc votre rapport signal sur bruit va être excellent. Donc c'est une méthode qui est extrêmement sensible. Donc pour faire simple, il y a juste 3 étapes. On a besoin d'électrons, de mettre des électrons. Il y a une réaction chimique là pour porter la molécule à l'état excité. Et enfin, on émet de la lumière. Donc le point important, c'est justement d'émettre cette lumière. Et maintenant qu'on a ce ruthénium, on va pouvoir l'utiliser comme étiquette pour les biomolécules dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ces complexes de ruthénium, notamment, ils sont extrêmement stables. On va pouvoir les utiliser pour marquer les anticorps. Donc ça va être ces molécules-là qu'on va détecter.
Vous avez ici, donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous en parlerai, si on parle des diagnostics, du marché du diagnostic centralisé, donc au bout du compte, où vont vos analyses de sang? Bon, il y a les analyses cliniques chimiques, mais vous avez une grande partie, c'est l'immunodosage. Et parmi l'immunodosage, vous avez, donc parmi l'immunochimie, sur l'immunochimie, vous avez 64% du marché qui utilise la technique électrochimie luminescente pour faire l'immunodosage. Vous avez principalement deux gros acteurs sur le marché. Le leader, c'est incontestablement Roche, qui commercialise des machines pour l'immunodosage, et ils commercialisent avec leurs machines, on peut détecter plus de 90 marqueurs, donc pour des applications variées qui sont représentées ici. Si on se fie à leurs chiffres, par exemple leurs chiffres de 2010, depuis ça a nettement augmenté, mais depuis leurs chiffres en 2010, ils avaient vendu plus de 945 millions de tests utilisant la technique électrochimie luminescente avaient été réalisés dans le monde. Donc vous voyez que ça représente des chiffres conséquents, donc aussi un marché conséquent. Quels sont les challenges? La sélectivité, la nature a le bon goût, entre guillemets, de nous simplifier la vie parce que vous avez une réaction anticorps-antigène qui est extrêmement spécifique. Donc la nature nous fournit la sélectivité pour la réaction anticorps-antigène. Après, nous, il nous reste juste à mesurer la concentration de ce que j'ai appelé l'étiquette du complexe de ruthénium. Les challenges, ça va être la sensibilité, donc diminuer les limites de détection, pouvoir descendre le plus bas possible, la miniaturisation, donc avoir des systèmes de plus en plus compacts, travailler sur des échantillons plus petits, multiplexage, c'est-à-dire pouvoir détecter plusieurs espèces simultanément sur le même échantillon, et enfin, avoir des systèmes d'analyse dynamique sur lesquels qui vont nous reporter, qui vont nous fournir l'information que l'on cherche. Donc ça va être le plan de mon exposé. Je vais lister un peu ces différents challenges en termes de sensibilité, miniaturisation, multiplexage, et à la fin, je vous présenterai des systèmes dynamiques bioanalytiques. Tout d'abord, donc je vous ai parlé de l'électrochimie luminescence. Comment ça marche? Je vous ai dit qu'il y avait des billes, en l'occurrence, ce qui est utilisé, c'est des billes magnétiques qui vont porter les anticorps. Ils vont former le sandwich avec le complexe de ruthénium. On va venir avec, vu qu'elles sont magnétiques, si on impose un champ magnétique, on va pouvoir les bloquer à la surface de l'électrode, faire la mesure, mesurer l'intensité lumineuse, relâcher le champ magnétique, et on peut passer à l'échantillon suivant. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous avez votre bille, c'est un des supports qui est utilisé, c'est le principal support qui est utilisé parce que ça permet des mesures rapides. Et donc on a ce complexe de ruthénium qui est l'étiquette. Je vous ai dit également que en électrochimie, l'interface était importante et les électrons vont pouvoir, entre guillemets, sauter à peine sur quelques nanomètres. Donc on va pouvoir oxyder des molécules juste sur quelques nanomètres à l'interface. Or, les billes, qui ne sont pas conductrices, là, c'est des billes de polystyrène, par exemple, elles font plusieurs microns de diamètre. Donc, si vous vous référez un peu à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, pour induire l'émission lumineuse, on a besoin de transférer des électrons là. Donc, comment est-ce qu'une technique comme l'ECL est sensible si on ne génère l'ECL que sur quelques nanomètres? Ce n'est pas possible que ce soit le cas. Donc on s'est intéressé justement au mécanisme, parce qu'avant d'arriver, pour comprendre comment c'est le cas, il faut s'intéresser au mécanisme. Donc on a fait de l'imagerie sur ces billes, on a regardé dans deux configurations différentes. On prend les billes, on a notre surface d'électrode, et on regarde soit du vue du dessus, donc la configuration A, soit la vue sur le côté. Donc on a utilisé ces deux configurations pour imager la distribution de l'intensité lumineuse.
Donc, sur les billes, on a bien sûr fait l'immunosandwich, le complexe là, avec le marqueur ruthénium. Donc, ce que vous pouvez voir, là, on a par exemple 2 billes. On a pris des billes qui font 12 microns de diamètre pour avoir une meilleure résolution spatiale. Mais si les billes sont plus petites, c'est exactement le même phénomène qui se produit. Donc là, c'est juste la fluorescence, plus exactement la photoluminescence des 2 billes. On a pris 2 billes, soit magnétiques, soit en polystyrène, qui sont fonctionnalisées. Donc on connaît leur localisation. Quand on augmente le potentiel, on va induire l'émission lumineuse. Et vous pouvez voir, donc ça c'est la vue de dessus, vous pouvez voir que l'émission lumineuse est centrée au niveau de la bille. Pourquoi est-ce qu'elle est centrée là? Elle est uniquement centrée parce que ce sont des billes de polystyrène et elles vont refocaliser l'émission lumineuse. Elles vont avoir un effet de lentille uniquement. Donc elles refocalisent, elles collectent entre guillemets les photons qui sont émis là et les concentrent ici. Donc on va pouvoir mesurer. Ça contribue à la sensibilité, mais ça ne nous indique pas où on va générer la lumière. Donc pour voir où est générée la lumière, on regarde de côté. On a vu une vue de profil, c'est ce qui est représenté ici par exemple, où on a la bille sur l'électrode. Ici j'ai assuré, c'est juste pour ne pas vous perturber, parce que ça c'est juste la réflexion de la bille sur l'électrode, mais la bille réelle elle est bien là. Quand on augmente le potentiel, vous voyez qu'on a de l'intensité lumineuse, de la lumière qui est mise sur plusieurs microns. Le diamètre des billes fait 12 microns. Donc en fait, on peut mesurer l'extension, la taille de cette zone, elle fait de l'ordre de 3 à 4 microns, et on peut tracer les profils et à partir de là, extraire des informations. Donc on voit que là, on a de l'intensité lumineuse sur 3-4 microns et non pas sur quelques nanomètres. Pourquoi? Il y a un mécanisme qui avait été proposé précédemment par le groupe de Bard. C'est un des pionniers sur l'électrochimie-luminescence. J'y reviendrai un peu plus tard. Et dans ce mécanisme-là, vous voyez qu'au bout du compte, vous avez la tripropylamine qui se déprotonne. À partir de là, c'est elle qui va faire tout le travail au bout du compte. Ce n'est pas le ruthénium qui est oxydé, c'est la tripropylamine qui va faire tout le travail. Elle est oxydée, elle génère un radical cation qui se déprotonne. Donc vous avez un oxydant puissant et un réducteur puissant qui, eux, sont libres de diffuser en solution et donc de venir, à partir de là, exciter, réagir avec le complexe de ruthénium. Donc vous avez TPA point qui va réagir avec ruthénium 2+, pour générer ruthénium+, donc une réaction de réduction. La TPA point plus, lui, peut réagir avec le ruthénium 1 et porter la molécule à l'état excité. Donc vous avez ces radicaux-là qui viennent réagir avec le ruthénium et l'exciter. Et bien sûr, ils retournent à l'état fondamental en émettant le photon que l'on détecte. Donc le point important, c'est là qu'on a diffusion de ces deux radicaux. On peut tracer les profils de concentration de TPA point plus, ici, et celui de TPA point. Très bien. Et comme on peut s'y attendre, en première approximation, comme on a besoin des deux pour porter la molécule à l'état excité, le profil d'intensité ECL et l'intensité ECL est maximale là où où on a le plus, où la concentration de ces deux espèces est la plus importante. Et vous voyez qu'elle s'étend sur quelques microns. Donc si on compare à partir de là, on peut le simuler bien sûr, le profil ECL, là c'est sur une bille de 12 microns, vous voyez l'extension est de quelques microns. Si on extrait le profil à partir de là, donc ici en noir, c'est la courbe expérimentale qui vous donne le profil d'intensité ECL sur une seule bille, et là c'est la courbe théorique. Donc si on fit les deux, on peut extraire la constante de déprotonation de ce cation radical. Pourquoi et à partir de là avoir sa durée de demi-vie de 0,24 millisecondes. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui va guider au bout du compte la sensibilité. C'est justement parce que ces deux radicaux diffusent
et viennent porter la molécule à l'état excité que la méthode est sensible. Et au bout du compte, si on se réfère à ça, c'est uniquement, on va pouvoir exciter ces étiquettes, ces complexes de ruthénium, uniquement sur une distance de l'ordre de 3 microns proche de l'électrode. Donc ça définit la taille optimale des billes qu'on a besoin d'utiliser pour l'immunodosage. Donc là, les recherches, c'est principalement de chercher de nouveaux coréactifs qui ont des potentiels adéquats et dont la durée de vie est suffisante pour venir exciter des complexes de ruthénium qui se trouvent plus loin, donc augmenter ainsi la sensibilité. Donc vous voyez, on a besoin aussi, je vais venir à des aspects plus applicatifs, mais l'aspect mécanistique de compréhension est essentiel pour pouvoir aller plus loin et développer de nouveaux systèmes. Sensibilité, miniaturisation, c'est-à-dire pouvoir avoir des électrodes plus petites. Donc là, ce qu'on fait pour l'immunodosage, on va utiliser des réseaux de nanoélectrodes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et l'application là qu'on a développée, c'est pour la maladie cœliaque. Qu'est-ce que c'est? C'est plus communément connu sous en fait les problèmes d'allergie au gluten. C'est une maladie chronique auto-immune qui va induire des dommages au niveau des villosités de l'intestin. Si vous êtes allergique, il y a à peu près entre 1 et 3% de la population européenne qui est sensible, qui est allergique au gluten. Ça a été notamment assez popularisé, on en a beaucoup parlé à un moment, parce que vous avez dû probablement entendre parler, il y a Novak Djokovic qui avait fait un régime sans gluten et ses performances avaient sensiblement augmenté. Pas suffisamment, semble-t-il, pour gagner Roland-Garros cette année, mais bon. Je reviens là-dessus. Donc, les personnes... Donc là, l'application, c'est la détection l'étude de cette maladie cœliaque. Donc le gluten, il va être hydrolysé au niveau de votre intestin, il va libérer une protéine qui, elle, va pouvoir passer la paroi et induire une inflammation des cellules intestinales, et cela va provoquer, soit ça peut être une forme asymptomatique, c'est-à-dire que vous n'avez aucun symptôme, tant mieux, mais ça peut aller jusqu'à des phénomènes de dénutrition sévère, ou alors ça peut être des cas intermédiaires, c'est-à-dire des maux de ventre, des nausées, des vomissements, etc. Dans ce cas, il faut pouvoir le diagnostiquer, et une des enzymes qui intervient, qui va réagir avec cette protéine issue du gluten, donc la gliadine, une enzyme, ça va être la transglutaminase tissulaire. Donc, ce qu'on va chercher à détecter pour faire le diagnostic de cette sensibilité au gluten, ça va être des anticorps anti-transglutaminase tissulaire. Donc, pour le diagnostic, soit on peut faire une biopsie, et dans ce cas, mais il faut faire un prélèvement, c'est invasif, ou alors par des mesures sérologiques, donc on va mesurer l'anti-transglutaminase tissulaire. On peut le faire soit par ELISA, soit par électrochimiluminescence. Donc nous, on l'a fait par électrochimiluminescence parce que le seuil de détection est bas, donc une très bonne sensibilité, un grand domaine de linéarité, et l'instrumentation est relativement simple. Alors, ce qu'on a utilisé dans ce cas, c'est aussi nos connaissances. Donc voilà un exemple de réseau de nanoélectrodes qu'on a utilisé. Donc c'est un réseau haute densité de nanoélectrodes. Ici, un point, c'est une nanoélectrode d'or. Le diamètre d'une de ces électrodes, c'est 20 nanomètres. Et elles sont emprisonnées entre, vous avez du polycarbonate, PC. Pourquoi le polycarbonate? Donc c'est l'isolant.
parce que tout simplement là-dessus, les protéines vont très bien s'absorber. Et d'après nos études, de ce que je vous ai montré tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait séparer l'endroit où on allait transférer les électrons, faire la réaction électrochimique, de l'endroit où on allait faire l'émission lumineuse. Donc là, c'est le cas parfait, parce que on va immobiliser sur le polycarbonate, donc sur la zone isolante, la transglutaminase tissulaire, donc TTG, et dans notre échantillon, on va incuber notre immunosenseur modifié donc avec TTG, avec un échantillon qui va contenir éventuellement l'anticorps anti-TTG. On a un second anticorps de détection où on a le ruthénium qui est marqué dessus. Donc on fait de nouveau un sandwich un tout petit peu différent que précédemment, mais ça revient à quelque chose de similaire. Et le point important, c'est que là, on peut séparer la zone de transfert d'électrons de la zone de détection. Donc à partir de là, on peut détecter des signaux. On peut tracer une courbe de calibration. Donc quand on fait des dilutions successives à partir des échantillons, on voit que le signal, bien sûr, va diminuer. On peut tracer une courbe de calibration pour différentes concentrations d'anticorps que l'on cherche, avec une excellente linéarité sur plusieurs ordres de grandeur. Actuellement, ce sur quoi on travaille, justement, on teste des échantillons réels de personnes soit atteintes de cette pathologie ou des contrôles qui ne sont pas atteints. Donc on travaille là-dessus. Également, pour améliorer la sensibilité, ce sur quoi on travaille, je n'ai pas le temps de développer, on peut utiliser, au lieu d'avoir une seule molécule de ruthénium comme étiquette, on peut utiliser des nanoparticules contenant du ruthénium. C'est également possible et ça permet encore d'amplifier le signal ECL, donc de gagner en sensibilité. Miniaturisation, maintenant, un autre point. Évidemment, on cherche toujours plus. C'est un peu la nature humaine. On veut plus. Donc, on veut pouvoir détecter plusieurs espèces sur le même échantillon simultanément. Donc, faire du multiplexage. Pour ce faire, on va utiliser de nouveau des billes qui sont modifiées avec un anticorps, et on va incuber ces billes très bien avec l'échantillon qui contient éventuellement l'antigène, avec un anticorps de détection, et enfin avec le complexe de ruthénium, donc on forme le sandwich. Si les billes restaient en solution, on ne pourrait pas faire de multiplexage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les immobiliser dans un réseau de microcavités, comme ici. On ajoute le coréactif et on va induire la luminescence. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir différencier les billes entre elles si elles portent des anticorps différents ? On va encoder les billes avec différents fluorophores. On va utiliser, donc ça c'est ce qui a été fait en collaboration avec le groupe de David Walt à Tufts University. Donc c'est quelque chose qu'il a développé pour la compagnie Illumina. C'est un des leaders pour l'ADN. Mais là, on l'a fait pour les réactions anticorps-antigènes. Comment ça marche ? Donc, on a une bille rouge qui est modifiée avec un anticorps, une bille verte qui est modifiée avec un autre anticorps, une bille violette qui est modifiée par un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Elles sont encodées. À partir de là, on mélange les espèces que l'on va chercher à détecter. Donc, on va obtenir une librairie, une bibliothèque. On va immobiliser ces billes, elles vont s'auto-assembler dans une électrode qui est microstructurée avec des cavités de même dimension que la taille des billes, c'est-à-dire 3 microns. Et à partir de là, il y a une étape de décodage. On va chercher à savoir où sont les billes, où est la bille jaune, où est la bille violette, où est la bille rouge, etc. Donc au bout du compte, c'est des réseaux aléatoirement ordonnés. Ça peut être un peu contre-intuitif, un peu bizarre, mais c'est vraiment cette technologie-là qui est leader pour tout ce qui est l'ADN. Et bien sûr, on a besoin de cette étape de décodage. Dans leur cas, ils utilisent un marqueur fluorescent. Donc, un de leurs soucis, c'est que l'étape de décodage et l'étape de détection est basée sur la fluorescence. Donc,
Nous, ce qu'on fait, c'est que l'étape de décodage est basée sur la fluorescence, l'étape de lecture est basée sur l'électrochimie-luminescence. Donc là, vous avez une image d'une électrode microstructurée où, au bout du compte, on a 50 000 cavités, donc les cavités qui font 3 microns. On va mettre des billes à l'intérieur qui sont encodées avec une espèce qui va fluorescer. Comme preuve de principe, on a pris des billes, 3 sortes de billes, des billes rouges, des billes bleues et des billes vertes, qui sont modifiées avec 3 antigènes, interleukine 8, des inhibiteurs tissulaires ou des facteurs de croissance. Donc ça, comme preuve de principe. Et à partir de là, c'est simple. On a une image obtenue après décodage pour savoir où sont les billes vertes, où sont les billes bleues, où sont les billes rouges. Très bien, donc on sait où sont ces billes. On incube dans ce cas avec juste un antigène, on a incubé juste avec l'interleukine 8. On lave, on ajoute le coréactif dans le noir et on applique le potentiel. Les seules billes qui vont s'allumer, ça va être les billes bleues, là où on a formé le sandwich. Donc il suffit juste de comparer les deux images et on peut obtenir la lecture. Et de nouveau, comme précédemment, vous voyez que l'ensemble de la bille va émettre de la lumière du fait de la diffusion des radicaux issus de la tripropylamine, l'aspect mécanistique que je vous ai expliqué tout à l'heure. On peut faire, bien sûr, on a fait l'étude de sélectivité pour voir qu'il n'y avait pas de problème de réactivité croisée. Et enfin, le triplex, où on détecte 3 espèces simultanément. On a une étape de décodage où on sait où se trouvent les différentes billes. Très bien. On a incubé avec les 3 antigènes, et on voit bien sûr que toutes les billes dans ce cas s'allument, mais comme on connaît leur position, on peut faire du multiplexage très facilement avec cette technologie. Multiplexage, enfin, dernier aspect. Très bien, là on a besoin d'une surface, on a besoin de tout ça. On va voir pour développer des systèmes analytiques dynamiques, c'est-à-dire qui bougent. Un film des années 1966, je suis allé chercher, moi je l'ai vu quand j'étais petit. En fait, il a été tourné en 1966. Ce qui se passe dans le film, c'est qu'on va mettre des scientifiques dans un sous-marin, puis on va les diminuer leur taille, les injecter dans le sang d'une personne, et leur but, c'est d'aller déboucher une artère dans le cerveau d'une personne importante. Donc il faut qu'au bout du compte, vous voyez, là vous avez l'artère, ils sont tout petits, et il faut qu'ils aillent guérir la personne en se déplaçant à l'intérieur. Donc avoir un système dynamique. Bien sûr, c'est de la science-fiction. On n'y est pas encore. Bon, mais progressivement, ça fait rêver, donc on peut y penser. Vous avez de nombreux nageurs, donc des swimmers, des nageurs, soit des tailles micrométriques ou nanométriques, par exemple, qui ont été développés. Là, ce sont des nageurs de taille, vous voyez, de quelques centaines de nanomètres, où on a du platine et on a un polymère, et ce qui va propulser la bille, en fait, c'est que ce qui va propulser l'objet, c'est le fait que vous avez H2O2 qui va se décomposer, ça va former des bulles, et ces bulles vont propulser ce type de nageur. Ça, c'est juste un exemple. Ce sur quoi nous, on a travaillé, avec mon collègue Alexander Kuhn, qui est un spécialiste de l'électrochimie bipolaire. C'est quoi l'électrochimie bipolaire? Je vous le dis très rapidement. Et ça fait un peu écho, référence à la première diapo que je vous avais présentée. On a 2 électrodes. Entre ces 2 électrodes, on a bien sûr une solution. Et dans la solution, on va avoir des objets conducteurs. Là, on a besoin que ce soit des billes conductrices. Si on impose une différence de potentiel suffisante entre les électrodes, on va polariser la bille. On va pouvoir induire des réactions de ce côté de la bille et des réactions de ce côté de la bille. Quel type de réaction est-ce qu'on va pouvoir... donc ça, c'est le dispositif expérimental avec 2 électrodes et la bille. Si on impose une différence de potentiel suffisante, ce qu'on va obtenir,
d'un côté, on va pouvoir réduire l'eau, parce qu'au bout du compte, on est dans l'eau, on va pouvoir réduire l'eau et générer du H2. Le H2, les billes de H2 vont pousser la bille. Très bien, donc on a le mouvement qui est introduit, et en même temps, on va de l'autre côté pouvoir oxyder le ruthénium et le coréactif et induire de la lumière, d'où des nageurs luminescents. Les billes, bien sûr, ne sont pas en contact. Là, on les a mis dans un capillaire, mais elles ne sont pas en contact avec les électrodes, donc c'est une méthode sans contact. À quoi ça ressemble? Donc, on peut parler de nageur ou de lévitation. Donc, à vitesse normale, voilà un petit film où vous pouvez voir la bille, on éteint la lumière, on impose le potentiel, on commence à induire la luminescence parce que vous avez l'oxydation du ruthénium, et il faut que suffisamment de bulles s'accumulent en dessous et viennent pousser la bille, et vous voyez qu'on va avoir une lévitation de la bille. Donc elle va monter. Donc on conjugue les deux, donc les deux réactions sont conjuguées, production de H2 pour pousser la bille, en même temps pour la voir, on génère de la luminescence. On peut bien sûr, à partir de là, on peut voir sa position, très bien, regarder sa vitesse, on peut très bien expliquer sa différence, pourquoi sa vitesse varie, c'est pas un souci. On peut aussi contrôler la taille de la zone qui va émettre de la luminescence. C'est principalement en jouant soit sur le potentiel appliqué, soit sur le tampon PBS, le tampon phosphate, la force du tampon phosphate parce que le mécanisme dépend du pH. Et on peut jouer un tout petit peu, ça c'est une des choses, on peut jouer également un peu sur la lumière, c'est-à-dire si on met maintenant du luminol à la place du ruthénium, on peut obtenir des nageurs bleus au lieu d'avoir des nageurs rouges. Donc ça, mais notre palette est assez limitée si je compare à tout ce que j'ai pu voir. Notre palette pour le moment est assez limitée. C'est un des axes de recherche dans ce domaine d'ailleurs. Maintenant, très bien, on a ces nageurs. Est-ce qu'on peut leur demander une fonction? On peut maintenant avoir des nageurs qui vont mesurer la concentration locale de glucose. Comment? On va prendre une enzyme, une glucose déshydrogénase, qui en même temps qu'elle oxyde le glucose, va réduire le cofacteur NAD+ en NADH. Et ce NADH, lui, il peut jouer le rôle de coréactif et participer à la réaction ECL, ce qui n'est pas le cas de NAD+. Donc quand on n'a pas de NADH, on n'a pas de lumière. Donc au bout du compte, c'est uniquement en présence de glucose qu'on le produit, et donc on a de la lumière. Donc on peut de nouveau avoir un nageur qui va se déplacer, vous voyez, qui va émettre de la lumière dans une solution contenant du glucose. On a bien proportionnalité entre l'intensité lumineuse et la concentration de glucose. Si maintenant on le fait bouger, ça c'est une étudiante qui est un peu fan de Star Wars. Donc ça c'est on éclaire un tout petit peu pour qu'on puisse voir les différents aspects. Vous avez la bille qui est ici, je ne sais pas si moi je le vois à l'écran. Vous devriez voir, en fait au début, il n'y a pas de glucose ici, donc au bout du compte, elle se déplace dans le noir. Je ne sais pas si c'est visible à l'écran ou pas, mais c'est le cas. On va rajouter maintenant du glucose, donc on va former un gradient de concentration de glucose, et ce qui va se passer, c'est que quand ça va rencontrer donc le NADH ou du glucose, vous allez avoir l'intensité qui va augmenter progressivement, et donc on va pouvoir mesurer le profil de concentration de glucose. Donc on a un nageur qui va nous donner la concentration de glucose sans que l'on vienne le contacter ou quoi que ce soit. Maintenant qu'on a ça, on a un nageur
Et je vous ai dit, à chaque fois, vous avez vu, on a un problème, l'électrochimie, c'est une science de surface. Là, tout d'un coup, on peut multiplier les nageurs. Au lieu d'avoir un seul nageur, on peut avoir une multitude de nageurs. Donc ce qu'on a fait, c'est que dans un capillaire de quelques millimètres, on a mis une multitude de billes de 30 microns. Donc vous pouvez les voir, les billes. On éteint la lumière, on impose la différence de potentiel suffisante, et vous voyez que maintenant, toute la solution va émettre de la luminescence. On va avoir, au bout du compte, de l'ECL en 3D. L'ensemble de la solution va émettre de la lumière. Pourquoi c'est intéressant? C'est que maintenant, on n'est plus limité à la surface d'une électrode, mais c'est toute la solution qui va être de la lumière. Donc on peut le faire soit au niveau d'une bille, soit on peut multiplier le nombre d'émetteurs. Dans ce cas, on a pris une dispersion de nanotubes de carbone, ici en lumière blanche. On éteint la lumière et vous voyez que de nouveau, chaque nanotube de carbone va jouer le rôle d'émetteur en émettant de l'ECL, de la lumière, et on va donc pouvoir induire de la luminescence partout. Pourquoi c'est important? Parce qu'au lieu que ce soit limité à une surface, c'était une des limitations aussi de la sensibilité pour cette technique. Maintenant, on va produire la luminescence en solution. Donc on libère, donc je l'ai dit de façon un peu provocative ici, on libère l'ECL de la surface. Maintenant, c'est l'ensemble qui va contribuer. Donc on travaille là-dessus, justement, on l'a breveté, on travaille là-dessus pour augmenter ou améliorer les seuils de détection. Pour finir, j'ai juste 3 transparents rapides. Quelles sont les origines de cette technique de l'ECL? Au bout du compte, vous voyez que ça remonte à 50 ans. Et les personnes, pourquoi elles s'intéressaient à ça au début? Ils s'intéressaient au transfert d'électrons dans des molécules polyaromatiques, dans des solvants organiques. Comment se passaient les transferts d'électrons là-dessus? C'est vraiment les origines, et à partir de là, quand ils ont vu qu'on pouvait réduire, qu'on pouvait oxyder, qu'on pouvait induire de la luminescence ou de l'électrochimie-luminescence, ça, c'était dans les années 65. Donc, une des premières leçons, je dirais, c'est quelqu'un qui, actuellement, même moi, en tant qu'expert, on me proposerait un projet en disant « Tenez, ça a de l'avenir », je pense que je dirais « Non, le projet n'a aucune chance, ça ne sert à rien ». D'où l'importance de la recherche fondamentale, ici, qui peut être parfois aride. On ne voit pas forcément les applications, mais c'est au bout d'un certain nombre d'années que ces applications, elles débouchent et que ça porte ses fruits ou que ça verdit. Donc si on considère justement l'échelle de temps parfois où il faut que ça mature, il faut passer un certain nombre d'étapes. Donc les premières expériences en 64, en 72, on n'est plus avec des complexes polyaromatiques, on commence à être avec des espèces qui sont solubles dans l'eau. On génère l'ECL dans l'eau en 81. En 89, c'est les premiers immunodosages avec l'ECL. Donc vous voyez qu'il faut il faut du temps pour que la recherche fondamentale porte ses fruits et donne des applications. J'espère qu'on pourra écrire un jour en 2014 qu'on a fait l'ECL 3D. J'espère. Dernière chose, il ne faut pas oublier que c'est toujours une aventure humaine, la recherche académique ou la recherche en général. Donc je ne saurais trop remercier mes collègues, mes collègues, que ce soit les étudiants, Milica Sentic, Frédéric Dess, Arnaud Chauvin, Gabriel Loget, Milena Milutinovic, Catherine Adam, Florent Pinault, mes collègues du groupe, Monsieur Alexander Kuhn, Madame Valérie Raven, Monsieur Laurent Bouffier, Monsieur Dodji Ziga et Monsieur Stéphane Arbeau, et enfin des collaborateurs et des amis, Dragan Manojlovic, avec qui on a eu plusieurs co-tutelles de thèse de l'Université de Belgrade, Paolo Ugo de l'Université de Venise, avec un étudiant en co-tutelle, Enoch,
David Walt à Tufts University et Frédéric Canoufi à l'ESPC. Je vous remercie.